Bonjour à toutes et tous. Ça faisait longtemps que j'avais envie de partager avec vous une de mes passions, la bande dessinée historique. Aussi ai-je décidé il y a quelques temps de créer un nouveau format de vidéo dans lequel je vous présenterai certaines BD historiques qui, selon moi, valent le coup, ou non, de vous donner envie de lire un petit peu ce type de produit, c'est-à-dire des bandes dessinées à la fois divertissantes et instructives, tout en faisant une petite notation sur ces dernières pour vous donner un petit peu mon avis sur celles-ci. Alors, je les noterai sur plusieurs points, sur leur historicité, autant au niveau des événements et des personnages présents dans la bande dessinée. Ensuite, sur les costumes et les décors, là j'y mettrai un avis d'historien et de reconstituteur notamment pour avoir une bonne vision sur la période et si la bande dessinée évoquée est capable de reproduire cette période. Ensuite, on verra comment la bande dessinée met une ambiance et permet de s'immerger dans la période. Par la suite, on notera aussi le scénario, s'il s'insère bien dans l'histoire et à la fois si les trames scénaristiques propres à son univers fonctionnent bien. Et enfin, je mettrai des points en fonction de deux choses qui sont selon moi très importantes pour une bande dessinée historique, instruire et divertir. Donc, sans plus attendre, on va commencer avec la première bande dessinée que je voulais vous présenter, Murena. Alors, Murena, c'est un monument de la bande dessinée historique, éditée par Dargaud, la grande maison d'édition belge, depuis 1997. Elle a pour scénariste Jean Dufaux. Alors Jean Dufaux, pareil, c'est un scénariste belge qui est très connu dans le milieu, notamment de la bande dessinée historique, puisqu'il a fait Jim, Giacomo C, La Complainte de la Lande perdue dans un autre style. Et il a été primé plusieurs fois, notamment pour la bande dessinée Murena, on y reviendra. Et son collaborateur pour les dessins, Philippe Delaby, malheureusement est décédé en 2014. Alors Philippe Delaby, pareil, il a collaboré avec Jean Dufaux pour La Complainte de la Lande perdue. Et c'est un dessinateur de grand talent qui s'inspire notamment des peintres pompiers à plusieurs reprises, notamment dans la bande dessinée Murena. Il a dessiné les 8 premiers tomes, malheureusement il est mort, comme je disais, en 2014, et du coup, depuis, la bande dessinée, au niveau des dessins, a été reprise par un autre dessinateur qui s'appelle Teo Canesci. Alors lui, c'est un Italien, je crois qu'il est toscan, et il était à la base spécialisé dans les illustrations pour des musées ou pour des grands centres culturels européens. Et c'est comme ça qu'il est venu progressivement à la bande dessinée historique, notamment par Le Trône d'Argile. Très très bonne BD d'ailleurs, dont je vous ferai peut-être un de ces quatre, une petite revue. Donc voilà un petit peu les trois personnages qui ont permis de donner vie à cette bande dessinée, plus les coloristes, etc. Et cette bande dessinée, Murena, voici son synopsis. Murena se déroule au milieu du 1er siècle de notre ère, pendant la fin du règne de Claude et le début du règne de Néron. Ne vous en faites pas, dans ces chroniques, je ne vous ferai pas de spoil. Cependant, voilà, sachez que l'intrigue se passe dans cette période un petit peu charnière de l'Empire romain, un moment où l'Empire est en train de vraiment s'affirmer comme étant l'institution définitive du monde romain, et où on peut commencer aussi à en percevoir les déboires, notamment avec l'autoritarisme ou la folie de certains empereurs. Et là, en l'occurrence, Murena s'inscrit dans ce cadre du règne de Néron et de son père adoptif Claude. Alors, Murena, c'est aussi le nom d'un personnage fictif, Lucius Murena, qui est un patricien romain qui vit à la cour impériale. C'est un proche de Néron, il a le même âge, c'est un personnage qui va faire écho tout le long de la série à Néron, et il nous permet de s'immerger dans la Rome antique et surtout de développer des scénarios qui sont propres à l'univers de la bande dessinée Murena. Enfin, le nom peut-être Murena vous évoque quelque chose, l'aréna, c'est-à-dire le sable dans l'amphithéâtre, donc là où se battaient les gladiateurs notamment, et beaucoup des intrigues tournent autour de la gladiature, et de manière générale, en fait, cette bande dessinée, elle s'inscrit dans une droite lignée de films péplum, mais finalement mis en bande dessinée. Donc voilà un petit peu pour
l'histoire générale de celle-ci. À présent, commençons la notation de cette bande dessinée et en premier lieu de l'historicité des événements et des personnages qui nous sont présentés en son sein. La bande dessinée Murena met en scène des personnages historiques très connus comme Claude, Agrippine, Néron, Britannicus, d'autres secondaires comme Pallas, Sénèque, Pétrone, et elle les met en scène avec brio. Il y a eu une grosse recherche historique sur l'histoire de ces personnages, et donc les événements, la plupart des grands événements qui vont ponctuer les règnes de Claude et de Néron, nous sont représentés, et à ce niveau-là, la bande dessinée est extrêmement juste et respecte le déroulé des événements historiques. Ça, c'est un premier point. Le caractère des personnages aussi est bien développé, alors il est un petit peu exacerbé, mais il puise toujours, de manière assez fine, son origine dans les sources historiques qui sont citées à plusieurs reprises. Alors, ces sources historiques, notamment des textes nous étant parvenus depuis le 1er siècle de notre ère, notamment de Sénèque, en premier lieu, et qui est présent, de Flavius Joseph, un autre historien romain qui est présent aussi au moment des événements, mais d'autres qui sont postérieurs, mais qui nous ont parlé de ces règnes, comme Tacite ou Suétone. Alors, les auteurs l'admettent, ils ont fait le parti pris d'aller dans la légende noire, évidemment, c'est plus croustillant, la légende noire du règne de Néron, ou de l'influence de sa mère, Agrippine. C'est ainsi qu'ils vont donner libre cours à l'hypothèse que Néron aurait couché avec sa mère. Donc il y a plein d'événements comme ça qui sont pris de la légende noire, qui sont tirés des sources antiques et qui sont mis en exergue au sein de cette bande dessinée. C'est extrêmement agréable, d'autant plus qu'il y a un glossaire qui nous indique à certains moments qu'en effet, c'est tiré de certaines sources historiques qui ont noirci les traits de ces personnages qui par la suite ont été détestés par la plupart des Romains. Donc ce glossaire s'enrichit en plus de commentaires de certains historiens. Par exemple, je me suis surpris à voir qu'ils avaient consulté ce grand étruscologue et spécialiste du monde romain, Jean-Paul Thuillier, grand spécialiste français, notamment au niveau par exemple d'un détail, comme par exemple les rênes tenues par les conducteurs des chars. Autant de détails qui font la force historique de ce format. Le glossaire est très précieux, notamment, ils s'en servent à plusieurs reprises, et même parfois, ils s'en servent pour expliquer qu'ils n'ont pas respecté certains points historiques. Car en effet, la BD, pour des raisons scénaristiques, parfois fait mourir certains personnages plus tôt ou plus tard qu'ils ne le devraient. Ça permet ainsi de créer des ressorts scénaristiques intéressants. C'est pas très important des fois parce que ce sont des personnages secondaires qu'on connaît que très peu dans les sources, donc ils vont prendre ces personnages pour les insérer dans l'histoire et prendre de la latitude par rapport à ces derniers. Un petit reproche cependant, dans ce glossaire, ils ne vont pas respecter parfois à la lettre leur ligne de conduite. Il faut savoir qu'au début, Murena, elle avait pas mal de petits problèmes dans les premiers tomes et au fur et à mesure ça s'est beaucoup amélioré. Aussi, à partir d'un certain moment, ils vont nous dire quand un événement historique n'est pas attesté. Par exemple, je prends une seule partie du scénario, lorsque Locuste meurt dans la BD, ils vont dire dans le glossaire qu'en réalité elle est morte bien après le règne de Néron. Je trouve dommage qu'ils n'aient pas fait ça à chaque fois qu'ils enfreignaient la rigueur historique. Ça aurait été intéressant de le faire et je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait à un moment et pas à d'autres. Autre point négatif au niveau de l'historicité, c'est certaines parties du scénario central portant sur la gladiature. Il y a une vision dans Murena de la gladiature qui est extrêmement noire, inspirée directement des films Péplum et qui reprend tous les poncifs malheureux que l'on retrouve dans ces films. Les gladiateurs sont des condamnés à mort, des esclaves, ils consacrent leur vie uniquement au combat, il n'y a pas que tout le côté marketing, superstar qu'ils avaient à l'époque, il y a l'histoire du pouce levé pour la vie, du pouce en bas pour la mort, enfin autant de choses qui malheureusement n'existaient pas et qui sont représentées et qui entretiennent les stéréotypes. Donc ça, c'est un des gros points noirs au niveau de l'historicité, ce qui fait que je vais donner une note de 3 sur 4 au niveau des événements et des personnages. Alors,
Pour ce qui est des décors et des costumes, la bande dessinée nous plonge réellement dans ce monde romain et nous donne de très très belles planches. Le dessinateur est féru d'histoire, ça se sent. Il a étudié les maquettes de la Rome du 1er siècle de notre ère, les dessins, les plans de la ville. Moi-même, qui suis historien et qui connais très très bien Rome, je me suis surpris au détour de certaines planches de reconnaître la ville, tout simplement, mais aussi de voir des monuments que j'ai beaucoup étudiés et que je croise au détour d'une planche sans plus d'indication. C'est ainsi qu'on tombe comme ça, nez à nez avec le forum romain, sur une superbe planche, une très belle villa reconstituée de l'époque. On tombe sur le temple des Vestales, tout simplement au sein du forum, qui est très très bien représenté, sur le mont des Tessons, qui lui est inconnu, enfin qui est connu par les historiens. On ne sait pas trop quel aspect il avait à l'époque. On a une idée de ce que cela pourrait être. Donc on a des projections aussi de cette Rome antique qui est parfois incomplète pour les archéologues et qui ici se retrouve restituée au fil des planches de la BD. C'est aussi un plaisir de se plonger dans des décors très réalistes, dans la Rome sale, des quartiers pauvres, ou au contraire dans le luxe très raffiné du palais impérial, des salles aristocratiques qui sont très très bien faites et dans lesquelles parfois, au détour d'une page, on se surprend à reconnaître une mosaïque ou une peinture ou une céramique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très agréable au niveau des décors. Quant aux costumes, pour beaucoup, ils sont assez réalistes, surtout pour les personnages assez pauvres. Cependant, pour les personnages riches, ils se permettent très souvent des excentricités qui permettent de relever un petit peu le luxe et le raffinement romain. Pour les personnages orientaux, c'est pas trop ça non plus. Et quant aux personnages militaires, ça s'améliore au fil de la bande dessinée. Après, on sent encore une fois l'influence des péplums, et tous les légionnaires sont en lorica segmentata. C'est dommage, puisque les légionnaires n'avaient pas que cet équipement-là. Et là où le bas blesse, au niveau des costumes, c'est évidemment, encore une fois, pour les gladiateurs. Ces gladiateurs ont des costumes complètement abracadabrants, aucune des armaturae, c'est-à-dire les panoplies de gladiateurs, n'est respectée. On mélange un petit peu tout ça, c'est ainsi qu'on va se retrouver par exemple avec des rétières qui techniquement se battent la tête nue, avec un casque, à l'inverse d'autres gladiateurs qui se battent tête nue, alors qu'ils ont tous normalement des casques hormis leur rétière, des manicas, c'est-à-dire des protections pour le bras d'armes complètement abracadabrantes, ou au contraire très mal placées, notamment encore une fois pour le personnage du rétière, puisque cette manica devrait être sur le bras gauche et lui servir de bouclier et non sur le bras droit. Donc ça, c'est autant de détails assez dérangeants, d'autant plus quand on va voir par exemple un personnage central, un protagoniste, Massam, avec une panthère qu'il tient dans la main, qui tient en laisse, pardon, avec une manica placée du mauvais côté et avec une énorme épaulière digne de guerrier de Warhammer, ou enfin qui a à sa main gauche un gantelet médiéval avec une pointe complètement fantastique. Bon, ça, ils l'ont vite enlevé par la suite, mais ça, c'est des petits détails qui font que malheureusement, je le note 3 sur 4, cette BD qui, hormis ces détails-là, est exceptionnelle au niveau de ses costumes et de ses décors. Passons maintenant à l'ambiance. L'ambiance, je la note sur 2 points. D'abord, si elle est immersive dans la période, et ensuite si elle est capable de développer son propre univers. Alors premièrement, au niveau du côté immersif, eh bien, les costumes, les décors dont j'ai parlé précédemment influent énormément, et évidemment, comme ces costumes et ces décors sont de manière générale très bien respectés, hormis pour la gladiature, ça je l'ai déjà dit, eh bien forcément on est plongé dans cette Rome antique, sale ou luxueuse, lumineuse ou très sombre, et ça c'est vraiment extrêmement plaisant. De plus, même certaines attitudes des personnages nous plongent dans l'univers psychique de l'époque, notamment par exemple même le héros, qui est un patricien romain, ne considère quasiment pas les esclaves, car pour lui ce sont quasiment de simples objets, mentalité que l'on pouvait retrouver à l'époque romaine. De plus,
certaines attitudes de ces derniers nous font directement penser à la manière de voir le monde des Romains. Le côté très superstitieux, l'importance des rêves, qui sont utilisés d'ailleurs dans le scénario pour annoncer progressivement des choses qui vont arriver, eh bien, les personnages le vivent et vont faire des interprétations de ces rêves ou vont avoir des interactions dépendant de leur superstition. Ça, c'est un des points forts de cette bande dessinée. De plus, dans le tome 8, on a l'incendie, le grand feu qui a ravagé Rome sous le règne de Néron, qui est montré. Et ce feu, on est bien immergé dans le contexte de peur qui a eu lieu à cette période. Et ça, c'est très très agréable. Sur le côté développer son propre univers, on sent que, et les auteurs le disent, que ces derniers ont voulu nous plonger dans une Rome un petit peu fantasmée, telle que eux le pensaient, ces auteurs, notamment à travers les films Péplum ou les peintres de la période romantique. D'ailleurs, dans les premières pages de la bande dessinée, eh bien, on se retrouve face à des planches qui ressemblent à s'y méprendre à des peintures comme celle de Alma Tadema, qui a beaucoup peint la Rome antique, qui a fait beaucoup de sujets antiques. Et d'ailleurs, on sent aussi l'influence de grands films comme Ben-Hur, Spartacus, Quo Vadis, dans on va dire, l'aspect général de cette bande dessinée. Alors, pour le meilleur ou pour le pire, notamment au niveau des gladiateurs, puisqu'ils se sont directement inspirés de Spartacus pour ça, on le sent, mais pour le meilleur aussi, puisque nous, en tant que lecteurs, on a aussi ces images d'Épinal, et c'est toujours plaisant de s'y retrouver dans un format un petit peu papier, très beau, et c'est très plaisant. Donc à ce niveau-là, ils ont fait leur choix, et ils ont développé leur propre univers violent, puisqu'on ne nous met pas dans le quotidien d'un Romain, mais plutôt dans celui des intrigues de palais, les manigances politiques, les luttes d'influence, qui étaient parfois évidemment mortelles, surtout durant le règne de Néron. Donc ça, c'est un choix, un parti pris qui est fait des auteurs. On reste principalement à Rome, il n'y a que de très rares moments où on sort finalement de la cité impériale, et ça renforce le développement de cet univers très fermé qui étouffe progressivement les personnages. Donc au niveau de l'ambiance immersive, moi je noterai 1,5 sur 2, et donc 2 sur 2 pour développer son propre univers, ce qui fait 3,5 sur 4 en tout pour l'ambiance. Ah oui, petit point que je n'ai pas évoqué au niveau de l'ambiance, mais ça mérite de faire un petit détour. Les planches sont magnifiquement illustrées, et surtout, il y a une couleur qui est faite des tons qui sont donnés à ces différentes planches en fonction de la période de la journée. S'il fait beau, les planches vont être très lumineuses. S'il pleut, eh bien, au contraire, ce sera très sombre. S'il fait nuit, une couleur grisâtre va être donnée. Et enfin, quand il fait nuit et qu'il y a des torches, en fonction de l'intensité de la lumière des torches, soit la planche est complètement éclairée, comme si toute la salle était recouverte de luminaire, soit à l'inverse, on a une petite torche centrale, ce qui va nous mettre dans une ambiance tamisée et qui va nous immerger vraiment dans la façon de percevoir les couleurs et l'éclairage de l'époque. Ça, c'est un travail énorme sur toute la bande dessinée Murena. On ne le retrouve pas dans toutes les bandes dessinées, et c'est vraiment très plaisant. Bravo aux coloristes qui ont travaillé sur tout ça. Le scénario à présent. Alors le scénario, je le noterai toujours sur deux choses. La manière dont il s'insère dans les événements historiques, et la manière dont il développe des trames scénaristiques réelles, propres à l'univers de la bande dessinée. Alors, pour Murena, franchement, c'est un sans faute. Les personnages, leurs actions, même pour ceux qui sont fictifs, s'insèrent parfaitement dans l'histoire avec un grand H, tout en développant leur propre ressort scénaristique. C'est ainsi que le personnage de Lucius Murena, ils en ont fait le fils d'une grande patricienne romaine qui aurait pu être impératrice. Elle était promise potentiellement à Claude, et finalement c'est Agrippine qui va épouser Claude. Et justement, ils vont prendre ce ressort scénaristique pour créer une rivalité entre les deux personnages, et surtout, eh bien, ils vont donner à Lolia Paulina un fils, qui est le héros de la série, un fils qu'elle n'a jamais eu, ou du moins dont les sources ne nous parlent pas du tout, mais ça aurait été possible. Donc en fait, chaque personnage fictif est présent,
et potentiellement il aurait pu exister. Et son action sur les événements est toujours tragique parce que on est dans une bande dessinée qui respecte l'histoire, et donc ça donne une ambiance de destin inéluctable qui va arriver. Les personnages auront beau lutter d'une certaine manière contre l'histoire, ils ne pourront pas empêcher certains événements d'advenir. D'ailleurs, certains événements sont montés en épingle très progressivement, et on sent qu'on tend vers là. C'est le cas notamment de toute la trame tournant autour de l'incendie, de la fascination de Néron pour les flammes. On le ressent dès les premiers tomes, et tout cela aboutit à un tome magnifique, le tome numéro 8, qui est complètement consacré à cet incendie de Rome, et qui justement insère dans cet incendie les personnages fictifs. Donc autant dans la façon de s'insérer dans l'histoire, que pour ce qui est de développer des trames scénaristiques et de s'attacher aux différents personnages, Murena fait selon moi un sans faute, et je leur donne un 4 sur 4. Enfin, terminons par les 2 points que je vous ai évoqués, instruire et divertir, qui sont centraux pour moi dans une bande dessinée historique. Alors, au niveau du divertissement, je ne vais pas m'étendre plus longtemps, c'est un 2 sur 2 pour moi. La bande dessinée Murena est plaisante à lire, elle est très agréable, je vous l'ai dit, les scénarios sont excellents. Pour un historien, c'est un bonheur de se retrouver immergé dans cette Rome du 1er siècle de notre ère de manière très réaliste. Et pour quelqu'un qui n'est pas historien, ce sera un plaisir de retrouver peut-être l'ambiance des films péplum. Et pour même ceux qui ne s'intéressent pas trop à l'histoire, eh bien, la bande dessinée nous parle de sujets quotidiens, la mort, l'amour, le désir, l'envie, le destin. Autant de sujets qui vont parler à tout un chacun. Donc ça, à ce niveau-là, c'est un sans faute 2 sur 2 pour divertir. Au niveau de l'instruction, par contre, il y a des hauts et des bas. Évidemment, tout ce que j'ai évoqué précédemment, au niveau de l'ambiance, des décors, des costumes, des personnages évoqués, pourrait nous faire tendre vers un 2 sur 2 au niveau de l'instruction. Le glossaire aussi, qui est assez complet. Mais cependant, il y a plusieurs bémols. D'abord, il y a quelques poncifs et quelques stéréotypes, notamment, je l'ai déjà dit, sur la gladiature, qui sont mis en avant. Et donc, pour quelqu'un qui ne s'y connaîtrait pas, ça validerait ces stéréotypes. Donc ça, c'est pas trop une bonne chose. D'autant plus que ce n'est jamais dit dans le glossaire que c'est un parti pris des auteurs. D'ailleurs, ce glossaire a des lacunes, je l'ai déjà dit. À certains moments, il dit qu'ils enfreignent l'histoire, et à d'autres, ils s'en abstiennent. Pourquoi ? Ce glossaire pourrait être un peu plus développé. Et il y a un dossier source dans la version intégrale qui est juste ici. Et bien dans cette version intégrale, il y a un dossier source qui est malheureusement assez léger. Selon moi, ils auraient pu consacrer 1 ou 2 pages. En plus, c'est pas grave, à des sources, à des références, pour que le lecteur puisse s'y référer. Donc on sent que les auteurs veulent faire quelque chose de très bien, de très correct, mais que leur principal objectif n'est pas d'instruire. Donc, je mettrai qu'un 1 sur 2 à ce niveau-là. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Bien, et il est maintenant temps pour moi de conclure cette vidéo. Alors, la note finale de Murena, ça fait 16,5 sur 20, ce qui correspond à un très bien. C'est une excellente, une très bonne BD historique, que je vous recommande très fortement, d'autant plus que ils ont sorti un intégral que j'ai ici dans les mains, donc très volumineux, assez costaud, mais qui comporte plus de 9 tomes pour la modique somme de 40 €, en grand format, donc c'est vraiment exceptionnel. Je précise que ce n'est pas des placements de produits, je n'ai pas de collaboration avec eux, malheureusement, j'aimerais beaucoup. En tout cas, voilà, c'est vraiment un très bon produit. Les 2 autres tomes qui sont sortis, qui ont été faits par Théo Kaneshii, eh bien, Le Banquet date de l'an dernier, et Lemuria, qui est juste ici, à gauche, est sorti à fin novembre. Donc les librairies étaient fermées, et maintenant qu'elles sont réouvertes, si vous voulez vous lancer, eh ben c'est le moment. Le dernier tome de Murena, si vous ne le savez pas, est sorti, et c'est un petit bonheur. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous à une prochaine analyse sur une bande dessinée historique, et en attendant, portez-vous bien.